On poursuit avec nos partenaires. Donc, depuis de nombreuses années, vous savez que la MACSF est partenaire de l'ANSESU. On les remercie vraiment, des partenaires fidèles qui sont tout le temps là. Et donc, on aime bien systématiquement dans nos webinaires leur proposer un sujet. La question qu'on a dit au début du webinaire était très vaste. De la responsabilité de l'enseignant à la responsabilité du soignant, voilà globalement ce qu'on a proposé à la MACSF. Donc, on est heureux d'accueillir Anne-Sophie Hainaut, qui est la personne responsable de tous les partenariats au sein de la MACSF nationale, qui est accompagnée du docteur Thierry Hulsestein, qui est le directeur médical de la MACSF. Alors, je ne les vois pas apparaître sur la caméra. Ah, les voici. Les voici tous les deux. Voilà, notre binôme de la MACSF. Merci, bienvenue dans ce webinaire et on vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour, merci. Bonjour à tous, vous nous entendez bien, il n'y a pas de souci? Parfaitement bien. Parfaitement bien, merci. Merci de nous accorder donc un petit peu de temps et de nous accueillir dans votre webinaire. Je crois que c'est vous qui passez les diapos ou C'est possible, ouais, on a notre Benjamin ouais, Dera qui va nous s'occuper de ça. je les À vois, qui j'ai je les envoyé. vois pas à l'écran. Euh, je ne les vois pas à l'écran, mais Si vous les avez, vous pouvez partager l'écran et les passer vous si vous Voilà, préférez. il y voilà. a quelques minutes là. Allez, Ok. c'est parfait. Merci beaucoup. Deux questions, effectivement, avaient été posées. La première concernait la responsabilité de l'enseignant. Si on peut passer à la diapo suivante. Voilà, merci beaucoup. Alors là, il faut rassurer tout le monde, puisque en tout cas pour ceux qui détiennent un contrat d'assurance RCP, responsabilité civile professionnelle, puisque comme c'est indiqué à l'écran, le contrat RCP garantit, alors pour rappel, hein, les dommages causés aux tiers survenant dans le cadre de l'activité déclarée de prévention, de diagnostic ou de soins. Donc ça, c'est l'activité de soins au sens général. Et les contrats RCP, tout du moins pour MACSF, garantissent les activités d'enseignement et de formation, donc à la fois pour celui qui va délivrer un enseignement, quel qu'il soit, et puis celui qui va le recevoir. Ça, c'est le contrat RCP MACSF. Il n'y a pas de raison, mais je vous invite bien évidemment à le vérifier, que d'autres assureurs ne soient pas sur la même longueur d'onde. En tout cas, ce serait une incitation à, au-delà de votre garantie hospitalière pour ceux qui sont hospitaliers, de bien évidemment vous pencher sur sur ces sujets. Alors, j'ai regardé dans nos bases de données, je n'ai pas réellement retrouvé de sinistralité concernant la mise en cause de formateurs ou d'étudiants qui auraient été condamnés. J'ai retrouvé juste un seul dossier, si on peut passer à la diapo suivante. Merci, merci. Voilà, j'ai retrouvé un dossier assez récent qui me paraissait assez intéressant, non pas pour l'histoire dramatique, hein, mais pour décrire un petit peu le contexte. C'est un infirmier diplômé d'État, donc diplômé en 2006, qui a occupé différents postes, toujours en CHU en région parisienne. Il a exercé de jour puis de nuit. Dans le cursus, on note un congé longue maladie de 1 an entre 2014 et 2015 pour des histoires de burn-out, surcharge professionnelle et éléments dépressifs. Puis il reprend d'une façon assez adaptée, mais à temps plein, en CS de rhumatologie, 2 jours uniquement. C'est dans ce contexte que le 11 septembre 2017, donc cet étudiant cet infirmier qui a une quarantaine d'années, du matin ce jour-là, est amené à prendre en charge une patiente âgée de 82 ans qui a été hospitalisée en service de rhumatologie au décours d'un passage en réa dans le cadre d'une dermatomyosite sévère avec d'importants troubles de déglutition et bien évidemment une altération de l'état général. Cette patiente était porteuse d'une voie veineuse centrale en jugulaire qui avait été mise en place lors du séjour en réanimation.
et qui devait être enlevée le jour même. Et puis parallèlement, elle a un traitement Péros qui est assez conséquent. Je n'ai pas noté sur la slide tous les traitements, mais je vais vous les donner. Il y avait une dizaine de comprimés, donc furosemide, donc la Zilix, digoxine, calcidose, cordarone, prénisolone, paracétamol, Eliquis, et du lévothyrox. Bon. Lors de ce tour de l'infirmier le matin, la patiente est décrite comme extrêmement douloureuse. Elle explique à l'infirmier qu'elle ne peut pas avaler les comprimés. Celui-ci, pour des raisons assez mystérieuses et complexes, décide d'écraser les comprimés. Vous avez bien lu, d'écraser les comprimés. Il demande même à l'étudiante en médecine qui l'accompagnait, cette étudiante en médecine qui est en stage d'infirmier de 2e année, il demande à cet élève, cet étudiant en médecine, d'aller chercher quelque chose pour écraser les comprimés. Ça interpelle bien évidemment cette étudiante en médecine, mais néanmoins, elle décide d'obéir, entre guillemets, à ce que lui demande l'infirmier, qui est son tuteur sur cette histoire. Donc, l'infirmier écrase les comprimés, les mélange avec du sérum Phi et injecte tout ceci dans la voie veineuse centrale. Bien évidemment, le résultat ne se fait pas attendre. Malheureusement, la patiente présente un arrêt cardio-respiratoire et va décéder. Les manœuvres de réanimation n'aboutissant pas. Un certificat de décès sera rédigé sans obstacle médico-légal et la patiente sera inhumée. Et puis, coup de malchance, entre guillemets, ou pas, il se trouve que les parents de cette étudiante en médecine sont eux-mêmes médecins et la mère de cette étudiante est anesthésiste réa. Le soir, l'étudiante explique à sa mère quand même qu'elle a été très très surprise de ce qui s'est passé dans le CS de rhumato le matin, puisqu'il y a une patiente qui est décédée, ce qui était un petit peu attendu dans ce contexte d'altération de l'état général à 82 ans, etc., mais très surpris de voir qu'un infirmier avait écrasé des médicaments et les avait injectés. La mère de cette étudiante dit « Mais non, tu as mal compris. En fait, il l'a passé par par une sonde nasogastrique. Ça peut arriver, on passe les médicaments. Non, non, je t'assure, c'est vraiment injecté. » Bon, la mère anesthésiste, quand même, s'en ouvre elle-même à son chef de service. Et puis ensuite, l'histoire fait un peu le tour de l'hôpital jusqu'à ce que, bien évidemment, la direction de l'établissement s'en mêle. Si on peut passer à la diapo suivante. Merci beaucoup. Et bien évidemment, il y a une enquête, puisque la famille, qui est quand même alertée plusieurs mois après, alertée par l'hôpital de cette histoire, la famille va porter plainte au pénal. Il y aura également une décision administrative, puisque le directeur du CHU va suspendre provisoirement, puis d'une façon plus prolongée, ensuite l'infirmier. Différentes procédures ont concerné bien évidemment l'infirmier. Je l'ai dit, procédure administrative, il a été suspendu de ses fonctions, maintenu à demi-traitement. Il y a une procédure pénale qui a duré plusieurs années avec une audition de l'ensemble des intervenants et vous avez, la sanction a été extrêmement sévère, mais à la hauteur de la faute, puisqu'il a bien été considéré que c'était une faute. Donc 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, l'année ferme étant effectuée en détention à domicile sous surveillance électronique et surtout interdiction définitive d'exercer toute profession médicale ou paramédicale. Et puis l'avocat de la famille a obtenu également une indemnisation pour l'ensemble des ayants droit à hauteur de 80 000 euros. Et c'est le point important dans cette histoire, l'enseignant qui était complètement en dehors des clous, hein, vous l'avez bien compris, a été sévèrement condamné, mais objectivement, je crois qu'il n'a jamais pu expliquer son geste. Bon, voilà, c'est complètement ahurissant. Et l'étudiante en médecine, comme tous les autres intervenants, ont été auditionnés, sont passés entre les mains d'un officier de police judiciaire, mais au final, elle n'a pas été mise en cause ni au pénal, ni en tant qu'élève, en tant qu'étudiante en médecine. Voilà. Donc juste pour dire que ce sont des situations qui peuvent arriver. Chacun doit bien évidemment être non pas sur ses gardes, mais extrêmement
vigilant aussi bien dans la délivrance d'une formation que dans ce que l'on peut recevoir. Et de mon point de vue, peut-être que la bonne attitude de l'étudiante en médecine aurait été de se rapprocher de son interne ou d'un senior, mais elle est en stage infirmier à ce moment-là, se rapprocher du cadre de soins, pourquoi pas. En tout cas, je pense qu'elle aurait peut-être été même si elle n'a pas été inquiétée, elle aurait été peut-être mieux avisée d'en parler directement plutôt que d'attendre le soir et d'en parler à ses parents. Voilà, c'est le seul dossier que j'ai trouvé vraiment mettant en cause sur une question d'enseignement. Après, on bascule sur des fautes tout à fait classiques. Voilà pour la première question qui nous avait été posée sur la responsabilité de l'enseignant. Donc, c'est couvert par les contrats et une sinistralité très, très faible. Si on peut passer à la deuxième question, et donc à la diapositive suivante, s'il vous plaît, qui portait sur le glissement de tâches. Alors, vous trouverez sur le site MACSF un très très bon article qui a été rédigé par une des juristes MACSF qui est Stéphanie Tamburini, qui a rédigé un très bon article sur le glissement de tâches. Et vous noterez que le glissement de tâches n'est défini par aucun texte. C'est bien ce qui peut poser problème. Il y a une question de sémantique, de mots utilisés, ou en tout cas de texte à la place d'un autre. En tout cas, le glissement de tâches tel qu'on l'entend tous n'est pas défini par un texte. On sait tous de quoi on parle, hein. C'est quand un professionnel de santé est amené à outrepasser ses compétences, alors compétences réglementaires qui sont reconnues dans le cadre de son métier, et ces compétences sont bien évidemment définies, je l'ai dit, par le réglementaire et par des textes légaux. Cette notion très juridique de compétence fait référence également au diplôme délivré, que vous soyez infirmier, médecin, aide-soignante ou d'autres de profession, et puis donc au champ de compétences de la profession, puisque vous savez que pour un certain nombre de professions paramédicales, voire médicales, les compétences, ou en tout cas le domaine de compétences est défini par le Code de la santé publique, avec parfois des listes très très longues et qui peuvent être sujets à évolution, notamment pour les infirmiers. On peut passer à la diapo suivante. Alors, vous le savez sans doute mieux que moi, mais les causes du glissement de tâches, on l'a tous connu un jour ou l'autre dans notre activité professionnelle. Il peut y avoir des histoires de surcharge de travail ou d'effectifs réduits, plus particulièrement la nuit. Et parce qu'un collègue n'est pas là, on demande à quelqu'un d'autre de prendre sa charge de travail. On a tous vu ça. Ça peut être également, de mauvaises habitudes qui sont liées à l'activité du service, mais parce qu'on a toujours fait comme ça. Bon, ok, pourquoi pas. Et puis, il y a aussi le fait que tous les professionnels de santé n'ont pas forcément la notion que leur activité et leurs compétences sont parfaitement définies, notamment par des textes réglementaires, j'en ai parlé, ce qui fait que pour certaines professions, notamment paramédicales, ces professionnels de santé n'ont pas forcément l'idée qu'eux-mêmes se trouvent dans cette notion de glissement de tâches. Et puis, pour ne pas tout mettre sur le dos des professionnels de santé ou des établissements de santé, il faut reconnaître que les textes légaux et réglementaires ne sont pas d'une clarté très évidente, biblique parfois. Il peut y avoir de nombreuses erreurs d'interprétation. On voit ça notamment du côté juridique, hein, quand on échange avec des juristes ou des avocats sur ces sujets, on voit bien que la bonne compréhension n'est pas toujours là où on l'imagine. Encore une fois, certaines professions, notamment paramédicales, ne peuvent exercer que certains actes parfaitement listés dans les textes réglementaires, et ça peut poser problème. On peut passer à la diapo suivante. Si on rebascule un petit peu sur la notion de responsabilité et donc de risque médical, il y a bien entendu deux notions, enfin deux domaines, deux intervenants qui peuvent être inquiétés dans le cadre de ce glissement de tâches. Il y a bien évidemment celui qui réalise l'acte, hein, puisque là très clairement, il est au-delà de ses compétences légales ou réglementaires. Je crois que c'est le point important de ces quelques diapos, c'est est-ce que vous êtes toujours dans le cadre de
vos compétences légales ou réglementaires. Et dès lors que vous êtes en dehors de ce cadre-là, votre responsabilité, qu'elle soit ordinale, civile et parfois pénale, peut être recherchée. On a un dossier assez célèbre, entre guillemets, qui a beaucoup fait parler de lui à une certaine époque, parce que une ASH à qui on avait demandé de faire un lavement évacuateur à une patiente âgée qui était extrêmement constipée, avait induit des lésions rectales extrêmement importantes, conduisant au décès de la patiente. Et très clairement, c'est pas dans le périmètre, bien évidemment, d'une ASH de réaliser un lavement évacuateur, mais glissement de tâche, et comme toujours, on n'a pas forcément notion que l'ASH ne peut pas réaliser ce type d'acte. Sur le plan ordinal, hein, tous les codes de déontologie rappellent bien évidemment que chaque professionnel de santé doit se limiter à son domaine de compétences. Au civil, donc sur le plan indemnitaire, dès lors qu'un patient va porter plainte parce qu'il va estimer avoir subi un préjudice, le fait que au-delà de la survenue d'un événement indésirable, le fait que le soignant ait outrepassé ses compétences, forcément, ce sera une charge supplémentaire qui éclairera le dossier d'une façon extrêmement défavorable. Et puis sur le plan pénal, là, ça peut être extrêmement embêtant également, puisque le professionnel de santé qui va réaliser cet acte-là pourra être condamné pour exercice illégal de la profession. Par exemple, dans le cas dont je vous parlais de cette ASH, c'était l'exercice illégal de la profession d'infirmier. Donc attention pour celui qui va réaliser cet acte-là, et de ne pas forcément, bien sûr, mettre de pression sur certaines professions à qui on demande de réaliser des actes dans le cadre de ce glissement de tâches. Et puis, celui qui confie l'acte peut également être bien entendu inquiété, que ce soit au civil, donc dès lors qu'il y a des dommages, sur le plan ordinal, et puis au pénal, notamment pour complicité d'exercice illégal, soit de la médecine, soit d'une activité d'infirmier, par exemple. On peut passer à la diapo suivante. Et comme souvent, ça ne se limite pas à celui qui réalise l'acte ou à celui qui a demandé à ce qu'on réalise l'acte, mais dès lors que vous exercez dans un établissement en tant que salarié, le chef de service peut également, tout comme l'établissement, donc les deux, le chef de service et l'établissement, peuvent également être mis en cause au civil et au pénal s'il est démontré que c'est une habitude du service et que le chef de service, par exemple, n'a jamais rien fait, étant informé de cette situation pour y mettre fin, pour remettre les choses dans le droit chemin. Donc il faut être très très vigilant. Ça peut être le directeur de l'établissement, ça peut être le chef de service, la cadre de santé également. On va passer à la diapo suivante, si vous voulez bien. Alors, la difficulté, une fois que l'on a mis en garde sur ces glissements de tâches, hein, encore une fois que l'on a tous connu dans un système hospitalier, la situation se complique puisque de plus en plus, les professionnels de santé sont invités à aller sur la collaboration, hein, ce qui est une très très bonne chose. Et dans le cadre de cette collaboration, bien évidemment, on demande à toutes les professions de mieux travailler ensemble. Et puis, il y a vraiment parfois de vraies délégations de tâches et de compétences. Notamment, tout ceci avait été plutôt bien cadré par la loi HPST, notamment l'article 51, vous le connaissez comme moi, puisque ces protocoles, et là on est vraiment dans le cadre d'un protocole, c'est le point important, dans le cadre d'un protocole, certaines activités, certaines tâches peuvent être déléguées à d'autres professionnels de santé. On est dans le cadre d'un transfert d'actes ou d'activités entre différents professionnels de santé, et ou de certaines réorganisations des modes d'intervention, soit des médecins, des infirmières ou des aides-soignants. Donc vous voyez bien que ces transferts d'activités sont possibles dès lors qu'elles sont parfaitement encadrées, notamment dans le cadre d'un article 51 où il y a des protocoles. On peut passer à la diapo suivante. Pour terminer, je voulais vous donner deux petits exemples. Médecin demande oralement, donc
à l'oral. C'est important. Une infirmière de retirer un pansement médicamenteux. Alors, pansement médicamenteux, c'est un terme en médecine qu'on n'utilise pas très très souvent, mais sur le plan du Code de la santé publique, ce sont ces médicaments, ces pansements que vous connaissez aussi bien que moi et qui comportent certaines substances qu'on enlève à une certaine périodicité. Donc, le patient demande oralement à une infirmière de retirer un pansement médicamenteux à un patient hospitalisé. C'est un glissement de tâche, oui ou non. On va passer à la réponse pour pas vous prendre trop de temps. C'est bien un glissement de tâche. Si on reprend les articles du Code de santé publique, l'infirmière n'avait pas le droit de retirer un pansement médicamenteux sans prescription médicale écrite, datée et signée du médecin ou sans protocole écrit. C'est l'article R4311-7 du Code de santé publique. Donc, vous voyez que même pour un pansement type colloïde, par exemple, théoriquement, il doit y avoir une prescription médicale. Si l'infirmière décide d'elle-même d'en placer un ou de l'enlever à 48, n'importe quoi, à 48 heures plutôt qu'un petit peu plus tard, potentiellement, on se retrouve dans le cadre d'un glissement de tâche. Donc là, cet exemple est assez caractéristique, entre guillemets, pour montrer le fossé qu'il existe entre la pratique quotidienne et puis les textes juridiques et réglementaires qui, de mon point de vue, ont toujours un certain décalage ou un certain retard par rapport à la pratique habituelle. On peut passer à la diapo suivante et la deuxième question. Une infirmière confie à une aide-soignante l'assurance d'un cathéter. Est-ce un glissement de tâche de votre point de vue? On va afficher la réponse si vous voulez bien. La suivante, donc. Merci. Oui, c'est bien un glissement de tâches. Là encore, des articles du Code de santé publique, hein, que la collaboration avec l'aide-soignante n'est possible que pour les actes relevant du rôle propre de l'infirmière. L'assurance des cathéters n'en fait pas partie puisqu'il s'agit d'un acte réalisable sur prescription médicale, toujours en référence à ces deux mêmes articles du Code de santé publique, 4311-5, 4311-7. Oui, donc il y a à la fois la notion de ce qui relève du périmètre des uns et des autres, et puis de ce qui doit être prescrit, et le dire uniquement à l'oral, bien évidemment, ce n'est pas suffisant. Ça renvoie à la notion de traçabilité. Vous avez, puisqu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, et plus précisément à Stéphanie Tamburini qui a rédigé un excellent article, vous avez le lien sur la présentation que vous trouvez sur le site MACSF, rubrique responsabilité professionnelle, et vous aurez l'ensemble des références. Voilà, j'en ai terminé. C'était pour moi la dernière diapo. Et il y a peut-être quelques questions, je ne sais pas. Céline ou Gaëlle? Oui, nous avons une question pour vous. Oui. Quelle est la responsabilité du formateur AFGSU dans le cas où un apprenant commet une faute dans un contexte professionnel, une réanimation, et tout ça en lien avec le contenu qui a été enseigné lors de l'AFGSU? Très bonne question. Alors, je connais mal la FGSU, mais j'imagine que tout ceci est encadré par un contrat, par un protocole. En fait, on peut même élargir un peu la question pour dire quelle est que ce soit une FGSU ou une autre, quelle est la responsabilité du soignant qui va faire quelque chose qui lui aurait été enseigné. Après, à nous de prouver si effectivement ce qui a été enseigné ou pas, mais est-ce qu'il y Ouais. a un lien entre ce qu'il a reçu comme enseignement et ce qu'il fait, s'il le fait mal et qu'il dit que c'est parce que c'est l'enseignement qui a été mal fait? Alors, oui. Oui, c'est une. Alors, ça renvoie déjà à la notion donc du contexte d'exercice. Celui qui a mal fait l'acte serait, à mon avis, très malvenu de dire c'est parce qu'on m'a mal expliqué. Ça veut dire qu'il faudra remonter un certain nombre de mois ou d'années auparavant. Je pense qu'il aurait quelques difficultés à le démontrer. Et ça va forcément renvoyer aux validations de la formation.
Et là, si la formation a été validée, ça veut dire que les actes qui étaient demandés, ou en tout cas le niveau qui était requis lors de cette validation était bon. Et je pense que l'enseigné, celui qui a reçu la formation, pardon, n'aurait strictement aucune chance de voir cette théorie prospérer. Plus clairement, il pourrait dire effectivement, on m'a jamais appris ça comme ça et moi j'ai toujours fait comme ça, hein, pour dire les choses. Si il a validé tout son cursus, etc., il pourrait effectivement essayer de dire qu'on lui a jamais appris. Il n'aura, à mon avis, strictement aucune chance de démontrer que c'était bien le cas. Ça s'est jamais vu de Ouais. toute façon. En tout cas, moi, j'ai jamais vu de cette façon-là. Ce qui est certain, c'est que de plus en plus, lors de procédures et notamment d'expertise médico-légale, les experts, sur des gestes techniques, les experts s'intéressent aux courbes d'apprentissage des actes avec une validation, un certain nombre d'actes à effectuer, ce qui n'était pas le cas il y a encore une dizaine d'années. Les experts n'allaient pas chercher ces points-là. Et de plus en plus, ils s'y intéressent. Essentiellement sur des actes très techniques, hein, que ce soit sur de la cimentoplastie, sur des actes interventionnels pour trouver du rythme, etc. Voilà. Une autre question, si vous permettez. Quelle est la responsabilité pour un formateur qui se déplace pour aller enseigner? Est-ce qu'il est protégé? Si c'est dans le cadre d'une mission, si c'est dans le cadre d'une mission par rapport à son activité habituelle, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas couvert. Le risque serait qu'il accepte, parce qu'il a un statut de formateur, qu'il accepte des missions de formation en dehors de son cadre habituel et que tout ceci ne soit pas balisé par des contrats ou une mission très précise. Il faudrait faire des ordres de mission? Si vous voulez, dans un monde idéal, oui. Si on est à rechercher une situation extrêmement sécure pour tout le monde, sur le plan juridique et médico-légal, tout ce qui n'est pas encadré, schématiquement, peut être sujet à discussion. Alors, on s'éloigne de la médecine d'urgence, mais par exemple, en chirurgie plastique et esthétique, il y a malheureusement beaucoup d'activités de ce type-là avec des formations qui sont plus ou moins rémunérées. Et quand il y a des réclamations des patients, on a toujours de grandes difficultés pour savoir qui a fait quoi, à quel moment, et si c'était son activité personnelle ou si c'était une activité de formation. Donc, Une dernière question avant de passer à la suite, Luc. Ouais, j'avais une autre question. J'avais une autre question, moi, c'était notamment concernant la responsabilité des organismes de formation, notamment le CESU, lors de procédures judiciaires. Est-ce que les organismes de formation peuvent être inquiétés ou en tout cas, est-ce qu'on peut venir les voir pour récupérer les documents de suivi et d'évaluation? Et si oui, combien de temps il faudrait conserver ces documents? Alors, dès lors qu'il s'agit d'une structure avec associative ou autre, si un étudiant, par exemple, enfin quelqu'un qui serait passé, qui aurait bénéficié d'une formation, sur le plan juridique, rien ne s'oppose à ce que cette structure-là soit mise en cause. D'accord ? D'où l'intérêt, bien évidemment, d'avoir des assurances. Le cas par exemple, de ce médecin qui dirait, on m'a toujours formé comme ça, on m'a toujours appris à faire comme ça, et notamment la dernière formation, c'était ça. Un avocat un peu retors, bien évidemment, pourrait mettre en cause la responsabilité. Dès lors, si vous êtes dans le cadre d'une procédure qui se veut contradictoire, si le dossier de formation
était demandé, je pense que vous auriez la plus grande difficulté à refuser de le communiquer. D'accord. Je pense que certains avocats un petit peu pointilleux iraient jusqu'à des sommations de communiquer. Et à mon avis, au bout d'un moment, vous seriez contraint de communiquer, ce qui renvoie ensuite à la conservation, la durée de conservation. Ça doit être sur le site Calliope, mais je le vois pas. Ouais, mais la durée de conservation, là, vous me posez une colle parce que de mon point de vue, on n'est pas sur des données de santé au sens réglementaire. Donc, je pense que c'est pas la durée habituelle d'un dossier médical. Il faudrait qu'on interroge nos juristes. Ouais, je suis en train de regarder le site de Calliope, ça doit être ils doivent indiquer ça quelque part, mais je le trouve pas là. Pour moi, on n'est pas sur des documents médicaux, donc c'est pas la durée habituelle. Ça fera un lien pour une prochaine question, c'est parfait. En tout cas, pour Ouais. une prochaine intervention. On essaiera. Juste pour préciser, Véronique, qui n'est plus à l'écran, nous précise que les ordres de mission, c'est bien si le formateur est sur son temps de travail. S'il n'est Oui. pas sur son temps de travail, il faut faire des contrats. Ouais. Notamment, on l'avait déjà évoqué sur un webinaire avec vous, je ne sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, où on avait fait le distinguo entre le formateur qui est sur son temps de travail et le vacataire Ouais. qui travaille beaucoup dans les CESU, où là, cette fois-ci, il faut bien faire un contrat, puisque c'est une vacation au-delà de son temps de travail. Tout Donc à voilà, fait. cette précision. Eh bien, écoutez, on va Eh bien, s'arrêter. Juste, Madame Hainaut, puisqu'on en profite qu'on ait plein de CESU qui sont à notre écoute pour bien les encourager à faire vivre cette convention nationale dans leur département et donc les encourager à solliciter les agences MACSF de leur département. Vous nous dites un petit mot sur ça? Oui, et ben ça fait penser qu'il faut que je vous réactualise la liste des agences MACSF puisque ça évolue beaucoup. On a enfin, ça bouge aussi dans le réseau, on a des départs, des arrivées. Donc, je vais vous mettre à disposition la liste des agences MACSF. Alors, suivant le cas, ils vont vous réorienter vers, pour les plus anciens qui ont connu, on avait des spécialistes du réseau hospitalier. Donc, ça se partage entre le réseau agence, le réseau hospitalier. En tout cas, vous aurez un correspondant. Si le local ne répond pas ou si vous avez du mal à le joindre, appelez-moi et je vous redonnerai un contact plus personnalisé. En tout cas, je suis toujours à votre disposition, voilà, pour essayer de faire le lien avec le local. Donc, vous aurez une liste à disposition, mais je suis plus facilement joignable peut-être que la liste. un Voilà, grand et à votre... merci. Pardon. Un grand merci à vous, la MACSF. Je rappelle aussi que sur le site de l'ANSESU, hein, vous avez un lien d'assistance juridique vers la MACSF, hein, si vous avez des questions à poser aux juristes.